arrivant à Béthune, c'est la couleur rouge qui frappe le plus. Partout en France, certaines couleurs dominent. Les gris de pierre de taille de Paris, le blanc des tuffeaux dans la vallée de la Loire, le jaunâtre des pierres de fermes et de maisons dans le sud-ouest, ou dans le midi, l'ocre orange des tuiles de Troyes. Et bien sûr, les couleurs dorées des champs de blé, les jaunes vifs des champs de colza et de tournesol, et les différents verts des vignes qui changent de couleur selon la saison. On saura se repérer presque selon la couleur du paysage, selon les saisons. Au nord-est de Paris, les couleurs qui frappent le plus sont les couleurs d'une pluie perpétuelle. Les verts, bien entendu. C'est la saison, évidemment, de pluie ici, mais comme en Bretagne, tout est vert et luxuriant, comme si le vert était présent en permanence, comme s'il pleut tout le temps, comme si la terre était dense et riche et que n'importe quel grain semé allait prendre racine rapidement et fleurir. C'est un peu comme ça lorsque l'industrie est venue s'installer dans la région, venue un peu pour profiter d'une terre si féconde que des industries, comme les plantes, y pousseraient sans aucune difficulté, mais aussi pour profiter de l'abondance de charbon, le carburant des industries de métallurgie, de l'automobile et de l'acier, carburant même d'un pays à une époque, et qui lui-même est devenu une industrie, les mines. Et avec la poussière de charbon est venue la couleur grise, sale et noire qui couvrait les villes de la région. Les gens aussi et surtout les mineurs. La poussière qui teintait tout d'un voile de désespoir, tandis que les mines étaient en train de s'épuiser. La couleur des industries florissantes tournait peu à peu vers la couleur de rouille. Dans le Midwest des États-Unis, les villes comme Détroit, Saint-Louis, Cleveland, Pittsburgh, parmi bien d'autres, ont connu ce même phénomène, ce même changement de couleur de peau. Ce qu'on appelait autrefois la ceinture de l'automobile et de l'acier, avec toutes les industries périphériques, le centre de l'industrie lourde des États-Unis, fait désormais partie de la fameuse Rust Belt, la ceinture de rouille. Dessous la rouille, le rouge des maisons de briques. Ici comme là-bas, aux États-Unis. Un malaise est descendu sur la terre et la couleur des villes de la région semble avoir pris la couleur d'une certaine finalité, peut-être de la fin d'une époque, la fin d'un mode de vie. Un malaise, pas le même, mais un malaise néanmoins, tombe sur mes propres épaules comme une lourde tristesse, moi qui ne suis pratiquement jamais triste. D'abord, je ne la comprends pas. Je n'ai aucune raison d'être triste. En même temps, un bizarre soulagement qui accompagne la tristesse me laisse confus, jusqu'au premier moment où je me cogne la tête, chose qui m'arrivera plusieurs fois pendant mon séjour à Béthune. J'arrive sur la péniche, je m'installe dans ma cabine, tout se passe bien au départ. Pas de souci lorsque j'entre, pas de souci si je reste debout devant la porte de la cabine ou si j'avance de quelques pas tout droit vers le robinet. Mais le moment où j'ai envie de tourner à gauche pour aller me coucher, par exemple, ou pour m'asseoir au petit bureau et écrire un peu, c'est une autre histoire. Le plafond à l'entrée et au-dessous du robinet est assez haut. Mais dans le reste de la cabine, il est très bas. Et si je ne fais pas gaffe, plus ou moins aveugle de l'œil gauche, c'est trop facile de me claquer fort la tête. Ou bien la nuit, si j'oublie où je suis et que je me lève trop vite, c'est la même chose. Je me cogne la tête et j'ai des cicatrices qui le prouvent. C'est un grand luxe de pouvoir voyager, un plus grand luxe de pouvoir se poser le genre de questions que l'on se pose quand on est loin des zones de confort, quand on a un peu de distance et de perspective sur la vie.
pour ceux qui restent tout le temps chez eux, sauf bien entendu pour les vacances de temps en temps, la question de chez soi ne se pose guère, ou bien il est facile d'y répondre. Chez moi, là où j'habite. Par contre, pour un grand voyageur, un nomade, la réponse n'est jamais là où j'habite. En fait, la notion de chez moi n'est pas tout à fait comme celle des autres, j'imagine. Si oui, c'est où? Mon chez moi n'est pas forcément où j'habite. On pourrait même poser la question, où est-ce que j'habite? Dans mon dernier livre, je prétends que, depuis l'âge de 22 ou de 23 ans, je n'ai jamais passé 60 jours d'affilée sous le même toit. Quel effet sur la notion de chez moi cela a-t-il eu? Comme un vrai nomade, mais avec un domicile fixe, un village que j'appelle le mien, entouré de mes proches, mon vrai chez moi reste la route. Pas de contraintes, pas de limites. Je suis libre comme l'air. J'ai besoin de cette liberté, ma vie sans attache. La possibilité de prendre un sac ou de partir où je veux et quand je veux. À la porte de la maison où j'habite, mon sac est toujours prêt. Mon bagage toujours fait pour un voyage de quelques jours ou quelques semaines, voire plus. En même temps, chaque fois que je pars, je suis touché par un autre sentiment, absolument contradictoire avec le premier, ce qui expliquera peut-être pourquoi le sac est toujours prêt pour le prochain départ. Jeune, j'ai découvert que systématiquement, à la veille d'un voyage, j'étais frappé d'un maudit malaise. Presque paralysé, j'avais chaque fois du mal à faire mon bagage, à décider quoi prendre, de quoi j'aurais besoin et quoi laisser à la maison. J'avais le sentiment de ne pas vouloir vraiment partir, en fait. Après tant de voyages, pour quelle raison devrais-je en faire encore un? Un lieu n'est pas si différent d'un autre. Je pourrais aimer un nouvel endroit autant que le précédent et y rester. Pourquoi bouger sans cesse? Si je ne défais jamais mon sac, je n'aurai jamais ce malaise, ce questionnement. Aucun besoin même de choisir quoi prendre. Le sac est toujours là, à la porte et prêt. Tout ce que j'aurais à faire serait prendre le sac au moment même où je pose la main sur la poignée de la porte. Une fois à l'extérieur de la maison, je me sens de nouveau bien. Le malaise a disparu et je suis prêt à partir. Dans ces moments-là, une fois que la porte se ferme derrière moi, je sais où se trouve mon chez-moi. C'est la route. C'est en moi. Et je sais bien ce que je cherche. Même si mon chez-moi est la route, même si mon chez-moi est une maison que j'emporte partout avec moi, je pense que je suis toujours à la recherche d'un chez-moi. Pourrais-je vivre ici? Peu importe où se trouve cet ici. C'est une question que je me pose tout le temps, et certainement en arrivant dans chaque nouvelle ville. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi pas?